Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Camille Desprez. Camille est une indianiste, une spécialiste de l'Inde et aussi une professeure de yoga. C'est également l'auteur du livre « Le yoga ayurvédique, un guide pratique adapté à votre dosha ». Elle nous parle de sa passion pour l'Inde qui l'a amenée naturellement au yoga et à l'ayurveda. Nous discutons de son approche du yoga, où grâce à ses connaissances de cette discipline, de la civilisation indienne et de l'ayurveda, elle peut amener ses élèves vers une pratique personnalisée, leur apportant ce dont ils ont besoin, suivant la saison ayurvédique et leur dosha. Le yoga qu'elle propose est un yoga teinté des rythmes de la nature, des saisons au cycle lunaire, bercé par les traditions ancestrales et nourri des médecines anciennes. Un épisode qui donne envie de faire refléter l'univers dans sa pratique et de partir découvrir l'Inde, avec peut-être d'abord une escale au Pays Basque, où Camille propose des retraites ressourçantes. Bonjour Camille, je suis enchantée de vous recevoir. Vous êtes spécialiste de l'Inde, vous êtes professeur de yoga, vous êtes auteur aussi. Est-ce que vous pourrez vous présenter avec à vous en quelques mots? Oui, bien sûr. Merci de m'interviewer déjà. Donc, je m'appelle Camille Desprez. Je suis coach de yoga ayurvédique à Paris et au Pays Basque. J'ai d'abord suivi un parcours universitaire où j'ai travaillé la civilisation indienne sous plusieurs abords, linguistiques, ethnologiques, historiques. Voilà, j'ai fait un parcours aux langues orientales à Paris, à l'INALCO, et ainsi qu'un doctorat en cinéma sur le cinéma indien. Donc, j'ai travaillé en tant qu'enseignant-chercheur pendant une dizaine d'années sur des sujets qui avaient trait au cinéma indien, qui regroupaient aussi des questions liées à la culture indienne en général. Voilà, donc ça a attiré mes pas vers le yoga. Et puis, au fil des années, le yoga a pris de plus en plus de place dans ma vie, comme c'est le cas pour beaucoup de gens. Et j'ai décidé, à mon retour en France, il y a 3 ans et demi, de sauter le pas, d'arrêter ma carrière universitaire pour devenir prof de yoga à temps plein. Voilà, donc en étant basée à Paris, j'offre essentiellement un service de cours à domicile et sur mesure, donc essentiellement des cours individuels, parfois à deux, alors soit des couples, soit des amis qui souhaitent partager un moment de pratique du yoga. Et j'exerce également en entreprise sous forme d'ateliers thématiques spécialisés et là aussi sur mesure en fonction des besoins de l'équipe que j'ai en face de moi. Et le troisième pan de mon activité, ce sont des retraites de yoga ayurvédique dans une maison que je possède dans l'arrière-Pays Basque, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle dans la montagne. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours été attirée par l'histoire de l'Inde, bien comprendre la société indienne, le fonctionnement des grands concepts religieux, mythologiques, spirituels. Donc, dans mon approche, j'essaye d'être le plus près des textes originaux du yoga. Et donc, c'est une pratique de Hatha Yoga essentiellement. Et quand on souhaite être au plus près de la tradition originale, on est obligé finalement de faire un pas vers l'Ayurveda, puisqu'en fait, il y a 3 disciplines sœurs, le yoga, l'Ayurveda, donc la médecine traditionnelle, l'une des médecines traditionnelles, et puis une forme d'astrologie qui s'appelle le Jyotish. Voilà, donc je n'ai pas encore la chance de pratiquer moi-même cette forme d'astrologie, mais en revanche, j'ai pu intégrer beaucoup d'aspects de l'Ayurveda dans ma pratique et je peux peut-être vous en dire quelques mots plus tard dans notre conversation. Oui, avec plaisir d'abord. Et j'avais envie de savoir qu'est-ce qui vous a mené vers l'Inde? C'était depuis toute petite, vous en rêviez, puis c'est de là que l'Inde, le yoga, ou alors c'était
une rencontre par hasard? C'est une suite de circonstances, on va dire. Mon amie d'enfance a voyagé en Inde quand elle était petite. Donc voilà, elle m'avait un peu raconté comme ça. Voilà, j'ai toujours été attirée par les voyages. Mais je suis moi-même française, mais née à l'étranger. Donc j'avais un peu le voyage dans le sang. Et puis après, quand j'ai fait mes études supérieures, j'ai commencé par des études d'histoire et j'ai eu l'occasion de faire un module tout un semestre sur l'histoire de l'Inde. Et voilà, ça s'est enchaîné à partir de ce moment-là. J'ai fait mon premier voyage en Inde en 99, donc ça fait plus de 20 ans maintenant que je vais en Inde. Et puis après, j'ai continué à me spécialiser parce que ça m'a beaucoup plu. C'est comme ça que j'ai décidé de rentrer aux langues orientales et voilà, de faire un diplôme de 3 ans où on se spécialise vraiment sur l'Inde. Et là, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup de séjours en Inde, de plus en plus longs. Et puis, avec ma bourse de recherche en doctorat, j'ai habité en Inde. Voilà. Donc, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Et une fois que j'étais enseignant-chercheur, j'y allais 1 ou 2 fois par an pour mes recherches. Donc voilà, ça s'est construit comme ça progressivement. Mais oui, au départ, ça a sans doute été nourri d'un peu de fantasmes de voyage. Voilà. D'accord. Et le yoga et l'Inde sont vraiment indissociables. Pour vous, c'était une suite logique d'entrer dans le yoga après votre passion pour l'Inde? Oui, ça vient en fait assez naturellement puisque c'est très pratiqué encore, hein, le yoga en Inde. Toutes sortes de personnes pratiquent le yoga. C'est pas du tout comme en France où on réduit souvent ça à une pratique sportive dans le cadre d'un studio. En Inde, c'est plutôt voilà, comme ce que ça devrait être, c'est-à-dire une pratique individuelle, personnelle qu'on fait chez soi. Voilà, pas forcément en cours. Ou si on va dans des cours, c'est des cours très très tôt le matin. Voilà, c'est rentrer dans la routine de vie des gens. Et il y a des gens de tous âges, de tous milieux sociaux, de toute situation personnelle, de santé, qui peuvent pratiquer le yoga en Inde. Donc oui, ça fait partie d'une certaine façon du quotidien là-bas. D'accord. Et vous, dans votre routine, justement, vous pouvez nous décrire un petit peu votre pratique personnelle? Ma pratique personnelle, alors elle évolue en fonction des saisons ayurvédiques, par exemple. C'est des thématiques que j'ai à cœur. Voilà, on n'a pas les mêmes besoins en fonction des différentes périodes de l'année. Donc, il faut savoir que selon l'Ayurveda, il n'y a que 3 saisons, contrairement aux 4 saisons occidentales. Donc, elles sont plus longues. En ce moment, par exemple, on est dans la fin de la saison Vata, qui correspond aux éléments air et éther. Donc, c'est vraiment la saison pendant laquelle on a besoin de s'ancrer, de travailler son énergie vitale pour qu'elle reste stable, bien élevée aussi. Euh, voilà, pour rester en bonne santé, tout simplement. Et puis aussi travailler l'ancrage physique et mental, émotionnel, sa concentration. Donc voilà, en ce moment, c'est les thématiques que j'ai à cœur dans ma pratique personnelle. Et ma pratique est voilà, assez globale ou holistique, comme on peut dire aussi, hein, qui intègre le corps et l'esprit. Donc ça inclut du pranayama, le travail de la respiration, du souffle, de l'énergie vitale, des pratiques plus posturales et toujours de la méditation. Voilà, différents exercices de méditation en fonction de mes besoins aussi. Voilà. L'idée, c'est de suivre un peu son intuition aussi, d'être à l'écoute de ses besoins, de son ressenti. Donc, voilà, j'aime bien suivre aussi des cycles lunaires. Donc, voilà, on vient de passer une pleine lune, par exemple. Donc, c'est quelque chose que je prends en compte aussi dans ma pratique. Par exemple, je vais faire plus de salutations à la lune et moins de salutations au soleil. Donc, voilà, des choses comme ça. L'adaptation au quotidien, au plus près de mes besoins propres. D'accord. Et avec vos clients, vous fonctionnez de la même façon aussi? Vous déterminez peut-être leur dosha. C'est peut-être le moment aussi de parler de la relation entre yoga et Ayurveda. Ou alors ce sera plus sur les saisons, sur le cycle lunaire. Comment vous travaillez un petit Alors, oui, quand je commence une relation avec un client de yoga, je leur fais toujours faire un test ayurvédique pour connaître leur profil. Voilà, pour savoir quelles sont les zones à rééquilibrer, voilà, au niveau physique, mental, émotionnel. Donc déjà, ça me donne une trame.
Et puis se greffent là-dessus, bien sûr, les saisons, les cycles lunaires, les besoins propres de la personne en fonction de ce qui se passe dans sa vie. Si elle est très stressée au travail, si elle a eu un choc émotionnel dans sa vie personnelle, s'il y a un déménagement en cours. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent créer des dérèglements au sein de la vie des individus. Donc, j'essaye d'intégrer tout ça. Et puis après, j'ai des demandes très claires de personnes qui souhaitent travailler certains aspects plus que d'autres. Et mon travail, vu que j'offre un service sur mesure, c'est de répondre le mieux possible à ces besoins. Et vos élèves, vous les suivez sur une longue période? C'est une relation, je dirais, de disciple à maître, ou c'est plus ponctuellement travailler sur un sujet particulier? Alors, il y a un peu tous les cas de figure, mais je ne me positionne pas du tout dans la posture du maître. Moi, je suis une facilitatrice. Le yoga a existé bien avant moi, il existera bien après moi, et je ne me considère pas du tout comme un maître. En revanche, par mon expérience personnelle, j'ai fait l'acquisition de tout un tas d'outils que je trouve très utiles et performants. Donc, je les partage. Voilà, c'est vraiment une notion de partage. Après, sur la question de la durée, ça dépend. J'ai des personnes que je suis depuis 2 ans, 3 ans, sur une pratique hebdomadaire régulière. Il y a des personnes qui font appel à moi sur une courte durée, et puis la vie les rappelle à d'autres choses, et donc notre relation s'interrompt. Il y a des personnes qui font appel à moi et puis, de manière plus ponctuelle, ou qui préfèrent se concentrer sur des retraites, qui peuvent venir de manière assez régulière à mes retraites, mais qui ne pratiqueront pas nécessairement sur un rythme hebdomadaire. Voilà. Donc, D'accord. il y a encore une fois tous les cas de figure. Et vous parliez de votre passion pour l'Inde. Est-ce que vous avez aussi d'autres influences? Vous citiez la Lune. Est-ce qu'il y a d'autres traditions qui viennent se mêler à votre pratique de yoga, ou alors ça va être plus traditionnel et plus centré vraiment sur les pratiques indiennes? Alors, c'est quand même essentiellement lié aux pratiques indiennes. J'essaye de rester sur du hatha yoga. J'aime beaucoup aussi le travail énergétique sur les chakras. Donc, je travaille beaucoup ça avec le son, par exemple. J'ai fait des formations en Inde autour du son, avec des instruments que j'ai rapportés de là-bas. Et il m'arrive aussi de parfois intégrer des choses qui viennent de la médecine chinoise ou du qigong, puisque j'ai vécu plus une douzaine d'années en Chine et à Hong Kong. Donc, je suis aussi un petit peu influencée par ça. Mais là, c'est vraiment des touches ponctuelles. Voilà. Mais le cœur de mon approche reste le yoga et l'ayurveda. Et je fais aussi appel à des thérapeutes extérieurs dans le cadre de mes retraites, par exemple, pour qu'elles puissent fournir un service de massage traditionnel. Voilà, donc j'essaye d'offrir quelque chose qui reste autour du yoga, y compris sur l'alimentation, des choses comme ça. Mais il peut m'arriver en effet de m'ouvrir à d'autres disciplines, même parfois aussi pour la méditation, puisque quand j'ai habité en Chine, j'ai beaucoup pratiqué la méditation zen bouddhiste du maître vietnamien Thich Nhat Hanh, qui fait du mindfulness, qui est connu en France puisqu'il a ouvert ce grand centre de méditation qui s'appelle le Village des Pruniers, du côté de Bordeaux. Voilà, mais bon, il a des monastères un peu partout dans le monde, et il y en avait un à Hong Kong. Donc, j'ai beaucoup pratiqué cette approche très épurée, très minimaliste de la méditation, que j'intègre dans ma pratique personnelle et aussi dans le service que j'offre. Du coup, concernant l'Ayurveda, vous l'utilisez uniquement dans le yoga avec les postures adaptées au dosha, ou alors c'est une approche plus globale avec l'alimentation, avec certains autres remèdes? Alors, dans le cadre des séances individuelles à Paris, c'est essentiellement des postures, le travail de la respiration et le choix des exercices de kriya, par exemple, qui sont des exercices de purification où on utilise le souffle et le corps.
des exercices assez toniques en général, et puis aussi le choix des exercices de relaxation ou de méditation qui vont me permettre de rééquilibrer un peu les doshas ou de travailler sur un aspect physiologique ou psychologique, psychique, choisi par la personne. Dans le cadre de mes retraites, je peux bien sûr fournir un service beaucoup plus élaboré, puisqu'on passe plusieurs jours ensemble, que les personnes logent chez moi. Donc là, j'intègre l'alimentation. Je fais en particulier des stages de jeûne, donc où on pratique le yoga et où on jeûne pendant 4 jours et demi, 100 heures. Voilà, pour en général initier les personnes au jeûne. Certaines personnes ont déjà une expérience personnelle et ont envie de poursuivre parce qu'elles ne se sentent pas de le faire toutes seules. Et puis quand ce sont des retraites où l'on mange, voilà, je fais en sorte de respecter l'équilibre des doshas dans l'alimentation et le respect aussi de la saison, puisque l'alimentation ayurvédique est basée sur 6 saveurs et 6 goûts. Et en fonction des saisons, on doit privilégier certains goûts par rapport à d'autres. Voilà. Et j'essaye, puisqu'il y a plusieurs participants ou participantes à mes retraites, de proposer des menus qu'on appelle tridoshiques, qui conviennent aux 3 doshas. Parce qu'après, ça serait un peu trop compliqué voilà, de faire un menu adapté à chaque personne. Ça serait un peu compliqué. Et puis, je leur propose aussi des soins d'automassage et puis des massages de la thérapeute spécialisée qui participe à ces retraites. Une autre manière d'intégrer l'Ayurveda, c'est aussi de travailler sur la gestion des émotions, hein, puisque l'Ayurveda, c'est le corps et le mental, et de travailler en particulier les chakras et la gestion, la circulation de l'énergie vitale, puisque dans l'Ayurveda, hein, toutes les maladies, tous les maux physiologiques ou psychiques dont on peut souffrir sont à l'origine liés à un déséquilibre de l'énergie vitale. Donc, voilà, c'est important de travailler cette notion-là. D'accord. Et une question que j'aime bien poser aussi à mes invités, est-ce que vous avez des routines de bien-être, peut-être hors du yoga, que vous pratiquez régulièrement? Eh bien, il y a le jeûne. D'accord. Voilà, je pratique le jeûne quotidien déjà, c'est-à-dire de laisser une tranche d'une quinzaine d'heures entre le dîner la veille au soir et le repas suivant. Donc voilà, je ne prends pas de petit déjeuner. Je commence à m'alimenter en fin de matinée, ce qui permet de laisser le système digestif au repos pendant un temps suffisant pour pouvoir éliminer toutes les toxines qui, dans le cas contraire, pourraient commencer à s'accumuler sur les parois intestinales. Ça aussi, c'est une des notions clés du yoga, ce qu'on appelle, enfin de l'Ayurveda, pardon, c'est ce qu'on appelle ama. C'est toutes ces substances qu'on a du mal à digérer et qui peuvent s'accumuler sur les parois des intestins. Et si on laisse le temps au système digestif de faire son travail et si on n'y remet pas des aliments dans le système trop rapidement, on a plus de chances voilà, de pouvoir avoir un système digestif bien propre. Donc ça, le jeûne quotidien, c'est vraiment, ça fait partie de ma routine. Tout comme des gestes assez simples que j'intègre aussi dans mes retraites, comme le neti-pot, cet arrosoir de nez là, qui permet de nettoyer tout le système ORL et aussi d'apporter une certaine clarté d'esprit. Le grattage de la langue aussi, ça c'est au réveil, avant même de boire mon premier verre d'eau. J'aime bien aussi boire de l'eau cuivrée au réveil. Voilà, donc c'est une eau qui a été préalablement filtrée, puis placée dans une carafe en cuivre et qui a passé toute la nuit à se charger voilà, de ce métal. Voilà. Et ça a plein de vertus, en particulier pour le système digestif, mais aussi pour des problèmes d'arthrite, enfin, beaucoup de vertus. Voilà. Et puis après, j'utilise beaucoup les plantes ayurvédiques en fonction de mes besoins. Donc là, c'est variable, très variable.
D'accord. Ça fait partie des quelques gestes auxquels je pense là de manière impromptue et que j'intègre dans mon quotidien. Et c'est des gestes qui sont applicables aux trois doshas. Je pense particulièrement aux jeunes. C'est quelqu'un que même des doshas comme le dosha à prédominance vata va pouvoir intégrer aussi au quotidien. Ou alors... Oui, tout à fait. C'est vrai que les personnes vata sont les plus sensibles au jeûne puisque c'est déjà des personnes qui peuvent avoir des problèmes de poids ou elles sont parfois en sous-poids et non en surpoids, où elles peuvent aussi avoir des problèmes dans la régularité des prises alimentaires. Donc, le jeûne peut contribuer à un dérèglement supplémentaire, mais un jeûne quotidien, c'est différent, puisque on peut continuer à avoir de la prise alimentaire le reste de la journée. Donc, ça permet d'avoir les apports dont on a besoin pour les trois doshas. Là, il n'y a pas de problème. Et puis, évidemment, l'arrosoir de nez, le grattage de langue et les tisanes, les infusions, ça fonctionne pour tout le monde. Il faut évidemment, pour les plantes, choisir celles qui sont adaptées à nos besoins. D'accord. Et pour terminer cette interview, vous avez des projets dans le futur qui vous tiennent à cœur de réaliser? Écoutez, je continue à promouvoir le livre que j'ai sorti au mois de juin et qui fonctionne assez bien. Donc, j'aime bien l'accompagner dans le cadre d'ateliers. Donc là, j'ai des ateliers prévus à Paris, essentiellement pour le moment, où je propose un petit atelier thématique autour de l'Ayurveda pour faire connaître un peu mieux. Et puis, une professeure de yoga, elle, propose un cours de yoga. Et c'est organisé avec une marque de cosmétiques qui s'appelle Touch, qui fonctionne sur les principes ayurvédiques et qui propose, elle, un soin cosmétique ayurvédique aux personnes qui participent à ces ateliers. Donc ça, je compte poursuivre là en 2020 ces ateliers-là. Et puis, j'ai des retraites qui sont à venir. Il y en a une au mois de mars autour de l'équinoxe de printemps pour travailler la détox, puisque le printemps, c'est vraiment le moment où on détoxine le corps, où on remet les compteurs à zéro, on part sur de nouvelles bases au niveau à la fois physiologique et puis évidemment mental et émotionnel. Donc voilà, ça sera une retraite de 3-4 jours autour du 21 mars. Et puis au mois d'avril, j'ai une retraite de jeûne qui aura lieu en Thaïlande. Voilà, donc celle-là, elle est complète. Et puis de nouveau un stage de jeûne fin mai. Et enfin, un stage autour de l'énergie et du dosha Pitta pour l'énergie de l'été au mois de juillet. Voilà. Et toutes les informations sont trouvables sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai une page Facebook qui s'appelle Camille for Seeds, donc Camille 4 et Seeds comme les graines, voilà, qui est le nom de mon activité. Et j'ai aussi une page Instagram et un site internet. D'accord. On mettra tous les liens dans les notes du podcast. Voilà, pour suivre mes activités, puisque pour l'instant, j'ai planifié jusqu'au mois de juillet. Et après, il y aura d'autres choses qui vont sans doute se greffer. Donc, le mieux, c'est en effet de suivre les réseaux sociaux pour être tenu au courant. Voilà. Merci beaucoup Camille pour cet entretien et puis je vous souhaite une belle réalisation dans tous vos beaux projets et à bientôt. Merci beaucoup Claire-Vie pour ces questions et puis de même pour vous, le meilleur pour cette année 2020 qui commence. Merci beaucoup. Très bonne continuation. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairvie Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets.
où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.